Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres du journal. Crise libyenne, concordance de vues entre l'ONU et les pays voisins sur la solution politique. L'Algérie, la Tunisie et l'Égypte l'ont réitéré lors de leur réunion ministérielle hier soir à Alger. Raza, blessé et sous tension, accueille les aides algériennes de première nécessité en ce début du mois de Ramadan. La semaine africaine à l'UNESCO inaugurée ce mardi en présence du ministre de la Culture. Le patrimoine culturel est source du vivre ensemble, souligne Azedine Mihoubi. Le patrimoine, une richesse inestimable au cœur de la ville de Tébessa, des vestiges racontant l'histoire de plusieurs civilisations. À suivre un reportage à la fin de ce journal. Tout d'abord, pour commencer ce journal, ce message du président de la République adressé à son homologue du Yémen, Abdrabbou Mansour Hadi, un message de félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la réunification du Yémen. Le chef de l'État saisit cette occasion pour lui réitérer sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations de coopération entre les deux pays. L'Algérie et la Tunisie et l'Égypte ont réitéré hier soir au terme de la réunion ministérielle, la tripartite consacrée à la Libye, la nécessité de la mise en œuvre du plan d'action onusien pour la résolution de la crise libyenne. Pour le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, qui a présidé la réunion, la solution politique reste le seul moyen pour la résolution de la crise en Libye. Karim Haïfa. Une tripartite sanctionnée par un communiqué final où le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel ainsi que ses homologues égyptiens Sameh Choukri et tunisiens Khmeis Jehennaoui ont mis en avant l'importance de la mise en œuvre du plan d'action onusien en appelant toutes les parties libyennes à davantage de concessions pour mettre l'intérêt national au-dessus de toute autre considération. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, qui a quant à lui affirmé que la solution politique basée sur le dialogue national et la réconciliation entre toutes les parties libyennes demeurait le seul moyen pour la résolution de la crise libyenne qui persiste depuis 2011. Nous saluons l'attachement des parties libyennes à la solution politique et à la réconciliation nationale comme moyen pour la résolution de la crise actuelle, ce qui requiert la poursuite du soutien et d'appui aux frères libyens en vue d'instaurer la stabilité et réaliser la transition politique loin du choix militaire et de l'ingérence étrangère. Nous sommes également convaincus que l'unification des institutions nationales, y compris la formation d'une armée forte et des services de sécurité, peuvent imposer l'autorité de l'État et faire face efficacement au terrorisme et aux crimes organisés tout en préservant la sécurité et la stabilité de la Libye et de toute la région. Pour sa part, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a mis en avant l'impératif d'assurer aux Libyens tout le soutien nécessaire afin qu'ils puissent prendre les choses en main et mettre en place une feuille de route pour sortir de la crise que connaît leur pays. En Égypte, nous œuvrons pour la poursuite du dialogue entre toutes les parties libyennes à travers la mise en place d'un accord politique et du plan d'action onusien pour réhabiliter les institutions étatiques libyennes dans l'intérêt du peuple libyen. Le ministre des Affaires étrangères tunisien Khmeis Jehennaoui a indiqué quant à lui que la rencontre d'Alger était une occasion pour les trois pays de parler d'une seule voix et montrer leur soutien aux efforts de l'envoyé spécial de l'ONU, Ghassan Salamé, pour relancer le processus politique, notamment la mise en œuvre de la feuille de route visant à donner un nouvel essor au processus politique libyen. Les principes dont est issue l'initiative font le consensus de la communauté internationale et constituent l'unique guide pour parvenir à une solution à la crise libyenne. Au terme de la réunion ministérielle tripartite consacrée à la Libye, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte ont réitéré la nécessité de la mise en œuvre du plan d'action onusien
peuple-onusien pour la résolution de la crise libyenne et d'assurer les conditions propices à son accélération, soulignant que tout retard dans la résolution de la crise ouvrira la voie à davantage d'escalade, de violence, de terrorisme et de conflits. Les trois ministres ont par ailleurs affirmé que la solution politique doit être interlibyenne et issue de la volonté et le consensus de toute la composante du peuple libyen. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en visite d'inspection dans la wilaya de Jijel. L'occasion pour Tayyip Louh de souligner entre autres le niveau atteint par le secteur grâce aux réformes engagées par le premier magistrat du pays, Amel Isseredir. Réforme initiée par le président de la République. Les infrastructures qui ont été réalisées et les équipements mis en place sont les bases matérielles fondamentales, sauf qu'elles doivent toujours être accompagnées de procédures qui englobent les aspects législatifs et humains, en plus de la modernisation des outils de travail. Il s'agit là de l'un des principaux axes sur lequel s'appuie le programme de la réforme de la justice initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. En marge de cette visite, les représentants de la société civile de Jijel ont honoré le Président de la République et ont salué ses efforts dans la promotion du développement de leur wilaya. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur l'est du pays ont provoqué d'importants dégâts. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a décidé de l'envoi en urgence d'une commission interministérielle dans les régions touchées. La commission interministérielle, qui est chapeautée par le délégué national au risque majeur, est composée de représentants de plusieurs secteurs concernés en vue d'évaluer et de s'enquérir de visu des dégâts enregistrés. Le ministre de l'Intérieur avait, lors d'une réunion tenue hier avec les directeurs centraux et des cadres du ministère, mis l'accent sur la nécessité d'élaborer dans les plus brefs délais un rapport détaillé sur la situation dans les wilayas touchées afin de prendre des mesures idoines. La réunion élargie donc aux directeurs généraux et cadres centraux du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire qu'a présidé hier Nordine Bedoui avait examiné aussi des dossiers relatifs à l'action de solidarité durant le mois de Ramadan, l'organisation du Hajj 2018, les préparatifs de la saison estivale, mais aussi le plan d'action du programme des énergies renouvelables. Un séminaire national sur l'information sécuritaire et son rôle dans la sensibilisation organisé aujourd'hui par la DGSN. Les débats ont surtout porté sur le phénomène des fake news et leur impact sur l'opinion publique à travers les réseaux sociaux. L'accès à l'information institutionnelle reste un vrai bouclier pour atténuer un tant soit peu cette menace de la désinformation. Abdelmajid Benkassi. Au menu de la rencontre, un ensemble de questionnements et de réflexions qui se posent aujourd'hui avec la prolifération de moyens de communication et surtout des réseaux sociaux difficilement contrôlables, où il arrive que même la sécurité nationale soit touchée par ces fake news dont on n'arrive même pas à connaître l'origine. Une situation à laquelle il faudrait cependant répondre à travers des dispositifs légaux. Et généralement, lorsqu'il y a ce genre d'appréhension ou ce genre d'interrogation, on a recours à ce qu'on appelle la loi organique sur la sécurité nationale. Elle aura pour objectif d'abord de définir qu'est-ce que c'est cette sécurité nationale, de nature à éviter un débat d'école qui consiste à répondre à la question suivante. Est-ce que c'est la défense nationale qui est la cadette de la sécurité nationale ou bien c'est l'inverse? Donc, elle aura aussi à définir les menaces.
Elle aura à définir les acteurs qui sont en charge de la sécurité nationale. Elle aura à définir les missions de chacun des acteurs. Et elle aura à définir le champ d'application de chaque acteur. Des cellules de veille au niveau des services de sécurité, mais surtout dans une plus grande mesure, le besoin de faciliter l'accès à l'information, surtout institutionnelle, aiderait beaucoup à combattre cette nouvelle forme de désinformation qui nous envahit et nous menace au quotidien. Industrie militaire, livraison de 410 véhicules par la société Algerian Motors Service Mercedes-Benz de Rouiba au profit de la direction centrale du matériel relevant du MDN ainsi que d'entreprises économiques publiques et privées. Il s'agit de véhicules utilitaires et multifonctions. Un protocole de livraison a été signé aujourd'hui entre la SPA AMS Mercedes-Benz et ses différents clients, notamment la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale, l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger qui a réceptionné 100 nouveaux bus urbains de type Connecto, la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers Naftal, les établissements de gestion de services aéroportuaires ainsi que plusieurs autres sociétés privées spécialisées notamment dans le transport des marchandises. Ces opérations de livraison interviennent en continuation de la concrétisation du programme quinquennal 2009-2014 de relance économique initié par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelaziz Bouteflika, visant à redynamiser et encourager la production nationale, suivi de près par le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Saleh, ayant pour objectif de développer les différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique, et pour satisfaire les besoins des structures de l'ANP et des différentes entreprises nationales, publiques et privées. Les représentants des entreprises clientes ont pour leur part salué le rapport qualité-prix, la réduction des délais d'attente pour les livraisons par rapport aux véhicules importés, mais également la réduction des montants d'acquisition de ces derniers. Pour étoffer notre flotte de distribution, donc on a opté pour des produits qui sont fabriqués localement, donc en partenariat entre l'entreprise, entre l'MDN, qui est synonyme de rigueur et de discipline, et également Mercedes-Benz qui est synonyme de savoir-faire et de technologie mécanique. Donc on a acquis 23 tracteurs. On a été livré de 10 aujourd'hui et les autres, Inch'Allah, on espère les avoir avant la fin du mois d'août. D'autre part, l'assistance a pu découvrir un nouveau modèle de véhicule Sprinter dont la fabrication sera assurée par l'usine de Tiaret dès janvier 2019 et dont la vente sera ouverte à tous les Algériens. Ce véhicule, c'est un véhicule Sprinter de la nouvelle génération qui est actuellement produit en Allemagne et qui va être produit incessamment en 2019, début 2019 en Algérie, pratiquement au même moment. Pour rappel, cette opération intervient en concrétisation des objectifs tracés par le haut commandement de l'ANP visant la création d'un tissu économique intégré et démontre les avancées enregistrées par l'armée nationale populaire dans ce domaine. Plus de 797 000 élèves sur l'ensemble du territoire national se présenteront demain pour passer les épreuves de l'examen de fin de cycle primaire. Il s'agira de leur premier grand examen. Ils passeront ainsi des épreuves dans 3 matières principales, à savoir la langue arabe, les mathématiques et la langue française. La ministre de l'Éducation, Nouria Benrabrit, donnera le coup d'envoi de cette session depuis les wilayas de Rerdaya et Ouargla. Depuis Guelma, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a exhorté les autorités locales, les associations, en somme toute la société à contribuer au succès de la stratégie de son département en diffusant les comportements positifs envers l'environnement. Hassiba Abdallah. En visite de travail et d'inspection à Guelma, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a indiqué que les pouvoirs publics ont mobilisé au cours de ces 15 dernières années des budgets colossaux, estimés à 2 milliards de dollars pour la préservation de l'environnement. Toutefois, estime-t-elle, même avec la volonté politique, la technologie et ses budgets, rien ne peut jouer en faveur de l'environnement sans l'implication de la société et l'adoption de comportements positifs.
La wilaya de Galma a de très grands potentiels, ce qui lui permettra de passer à une autre étape, celle de la concrétisation du programme du président de la République qui concerne le développement durable. Nous allons bien sûr accompagner la wilaya dans le processus de la gestion des déchets parce qu'elle manque d'infrastructures nécessaires et de la technologie qui vont lui permettre de récupérer et de valoriser ces déchets. Et pour ce faire, la ministre a appelé à faire du mois sacré une opportunité pour de nouveaux réflexes devant redéfinir les comportements envers l'environnement. Le ministère de la Défense nationale annonce que dans le cadre de la lutte antiterroriste et additivement aux 2 terroristes Multafa dit Abou Issa et G. Lekhal dit Assid qui se sont rendus ce matin aux autorités militaires de Tamanrasset et Adrar et qui étaient en possession d'une mitrailleuse lourde de type PKT, d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions. Un 3e terroriste s'est rendu cet après-midi aux autorités militaires de Tamanrasset. Ce dernier est dénommé A. El-Bekkei, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016, était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, de 3 chargeurs garnis et d'un lot de munitions de différents calibres. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes-frontières ont mis en échec à Tlemcen une tentative d'introduction d'une importante quantité de kif traité s'élevant à 612 kg détenus par 2 narcotrafiquants de nationalité marocaine, tandis qu'un détachement de l'AMP et des éléments de la gendarmerie ont appréhendé à Oran et Biskra 5 narcotrafiquants et saisi 23 kg de kif traité. Les festivités de commémoration du 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée sahraoui ont débuté en présence du président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali, et avec la participation de délégations, de personnalités internationales et de représentants de pays amis et solidaires avec la cause sahraoui. Fatma Zohra Ben Farjallah, Menel Boutwaba. Les festivités du 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée se sont déroulées cette année en territoire sahraoui libéré, dans la ville de Tifariti, où le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, a réaffirmé la volonté du Front Polisario à respecter la dernière résolution du Conseil de sécurité qui appelle à la reprise des négociations RASD Maroc. Le Front Polisario, en tant que seul représentant légitime du peuple sahraoui, est prêt à entamer dès aujourd'hui des négociations directes avec le royaume marocain, en toute bonne foi et sans conditions préalables, afin d'achever le processus de décolonisation des territoires sahraouis et permettre au peuple sahraoui de faire valoir son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Les festivités qui ont débuté dimanche ont enregistré la participation de délégations des wilayas et des institutions nationales sahraouis, de personnalités internationales et d'ambassadeurs des pays solidaires avec la cause sahraoui. À l'occasion, 2500 mines antipersonnelles ont été détruites en coordination avec l'organisation humanitaire L'Appel de Genève pour l'Afrique du Nord. Nous continuerons de soutenir le peuple sahraoui, sa cause juste et son droit à l'indépendance et à recouvrer sa souveraineté à l'instar de tous les peuples colonisés. Pour la solution de la cause sahraoui, nous supportons le peuple sahraoui, son représentant, le Front Polisario, et toujours on veut réaffirmer notre support à la cause sahraoui et en même temps on veut aussi remercier l'Algérie pour le support si extraordinaire que pendant des années a donné à ce peuple et à sa juste cause. D'octobre ou de novembre, au terme de laquelle le Front Polisario aura achevé la destruction de tous ses stocks de mines en conformité avec l'engagement pris avec l'Appel de Genève. Toutes ces destructions témoignent de la volonté du Front Polisario d'honorer en actes concrets
son engagement pour l'éradication des mines antipersonnelles au Sahara occidental. Plusieurs parades militaires ont été organisées lors de ces célébrations, ainsi que des défilés civils à travers lesquels le peuple a exprimé son droit de vivre libre. Gaza, c'est un territoire sous embargo, un territoire blessé qui accueille le Ramadan, mais c'est une population qui défie l'adversité en s'accrochant à la vie. Gaza, en ce début du mois de jeûne, accueille aussi des aides algériennes de première nécessité. Le reportage est signé Wissam Abouzeid, le commentaire Yasmine Chouir. C'est un mois de Ramadan qui débute dans le deuil pour les musulmans de la bande de Gaza. Effectivement, l'enclave palestinienne est encore secouée par les conséquences des manifestations réprimées avec une violence inouïe par les forces israéliennes. Et malgré le blocus et l'atmosphère pesante, les habitants de Gaza tentent de perpétuer les traditions et célébrer dignement ce mois de carême. Gaza est fatigué, Gaza est endeuillé, Gaza pleure ses martyrs, ses blessés et ses prisonniers. Gaza souffre du chômage aussi, mais le peuple palestinien garde son espoir. Nous sommes un peuple optimiste et qui aime la vie. Nous croyons en nous et dans tous les peuples arabes. Un jour, ce blocus sera rompu et la situation économique va évoluer et nous vivrons d'autres mois de Ramadan dans de meilleures conditions. Et sous ce climat tendu, un élan de solidarité se dessine entre l'Algérie et la Palestine. Un convoi d'aide humanitaire apportant les produits de première nécessité a pu distribuer dans la bande de Gaza ces denrées à plus de 1000 familles gazaouis asphyxiées par l'embargo israélien. Tous les produits que vous voyez derrière moi sont des produits qui, grâce à Dieu, ont pu être ramenés d'Algérie. Un don du peuple algérien. C'est le panier alimentaire du mois de Ramadan. Ces paniers humanitaires seront distribués aux familles pauvres et nécessiteuses. Si cette aide humanitaire venue d'Algérie contient des produits de première nécessité, elle ne couvre néanmoins qu'une infime partie des besoins des Palestiniens et dont l'approvisionnement est sans cesse gelé par l'État hébreu, situation qui s'aggrave à chaque mois de jeûne. Cette aide vient au bon moment. Le peuple palestinien souffre. Il souffre de la pauvreté, de l'embargo, de la promiscuité et des maladies qui se propagent dans la bande de Gaza. Ces aides sont vraiment salutaires et font du bien. Nous remercions l'Algérie, son État et son peuple pour leur soutien au peuple palestinien en ces temps difficiles. Nous espérons un heureux Ramadan à tout le monde. Cette mobilisation fait aujourd'hui écho dans un pays qui vit sous un ciel constamment menacé par les attaques et dont la terre n'a fini d'absorber le sang de ses martyrs. La semaine africaine à l'UNESCO, inaugurée ce mardi au siège de l'organisation à Paris, en présence du ministre de la Culture. Le patrimoine culturel, un bien de l'humanité et le résultat est la source du vivre ensemble, a notamment relevé Azedine Mihoubi. Afef Belouchet. C'est l'Afrique dans sa diversité culturelle, matérielle et immatérielle que célèbre l'UNESCO dans le cadre de la Journée mondiale de l'Afrique. Cette année, c'est l'Algérie l'invité d'honneur. Une occasion pour Azedine Mihoubi de souligner que le patrimoine culturel est le bien de l'humanité qui se donne le plus à voir, à la fois comme le résultat et la source du vivre ensemble. Le ministre de la Culture qui a annoncé également que les 5 pays du Maghreb se sont accordés pour proposer le couscous à l'inscription par l'UNESCO comme le produit du savoir et savoir-faire millénaire et la source de valeurs et de pratiques en faveur du vivre ensemble dans la paix. طبعا الجزائر أصبحت اليوم يمكن نقول محور أساسي للاهتمام بالتراث الثقافي في إفريقيا وتحظى باهتمام كبير على مستوى إفريقيا وعلى مستوى اليونسكو والجزائر ستحتضن قريبا مركز خاص بالتراث غير المادي والجزائر أيضا تتابع كل الملفات التي تخص القارة الإفريقية وتدعمها. Je suis très honoré de la présence du ministre algérien. Le Mali et l'Algérie font un travail fantastique depuis 2015 à travers l'accord d'Alger. C'est pour ça que je suis très honoré en tant que président du groupe Afrique et en tant qu'ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO que le parrain soit le ministre algérien de la Culture. Une semaine d'expositions et animations riches en sonorités et un large panel de la production de notre continent qui va de l'art vestimentaire, la maroquinerie, la parfumerie, les cosmétiques, la gastronomie et bien d'autres aspects de la création. On voit bien qu'on a un panorama ici d'une diversité et d'une créativité folle et c'est très important que ça se passe à l'UNESCO
Parce que l'UNESCO, c'est ça, c'est le dialogue des cultures, c'est la préservation des cultures et en même temps des cultures qui sont vivantes. Et ce que j'aime vraiment et ce qui me plaît ici, c'est qu'on ait vu aussi beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui sont celles qui portent à la fois la tradition, qui transmettent et qui créent. Comme est le cas du stand d'Algérie où la Zorna a résonné dans ce haut lieu de culture. Mais ce sont deux autres instruments qui furent offerts à la fondation Good Planet par le ministre de la Culture, invité par le fondateur Yann Arthus Bertrand. Tous deux attestent de l'ancienneté de notre civilisation, unique comme leur son, à savoir l'Imzad et l'Urbeb. À propos de patrimoine, voici Tbessa, à l'extrême est du pays. La ville est un véritable musée à ciel ouvert. Des vestiges imposants se trouvent carrément au centre-ville. Un patrimoine d'une grande richesse qui raconte une histoire plusieurs fois millénaire. Le reportage de Nejma Halch. Construite par le général byzantin Salomon, la muraille de Caracal-la longe le centre-ville de Tébessa sur 320 mètres. Ses remparts sont percés de 4 portes, dont l'arc de triomphe du côté nord, porte principale de la citadelle byzantine. Un vestige classé patrimoine national en l'honneur à l'empereur Caracal-la. L'arc de triomphe de Caracal-la porte sur les 4 côtés des inscriptions honorifiques mentionnant les dispositions du testament du préfet de la 14e Légion, Cornelius, et une dédicace à Caracal-la datant de l'an 214 après Jésus-Christ. On y trouve également une dédicace au père et à la mère de Caracal-la, Julia Domna. Derrière cette muraille romaine se trouve le temple de Minerve, qui conserve à ce jour des outils et des objets datant de la civilisation attérienne, la plus ancienne civilisation. On peut admirer aussi des stèles et des mosaïques récupérées des bains romains, comme celle de Vénus, la fille de Jupiter. C'est la déesse de la beauté et de la fertilité. Ce sarcophage mimosine symbolise aussi la déesse de la mémoire, l'une des femmes de Jupiter. Et vous avez ici 9 déesses, chacun a son nom et chacun a son inspiration. Par exemple, vous avez Clio, c'est la déesse de la comédie. Vous avez Thalia, c'est la déesse de la poétrie. À 600 mètres d'ici se trouve la basilique, un joyau architectural des plus beaux de l'ère romaine. Elle a été bâtie à la fin du IIIe siècle sur plusieurs étapes, suivant les besoins et les ressources de la communauté chrétienne. La basilique s'étend sur une superficie de 3 hectares. Elle se compose de 5 principales ailes, à savoir l'entrée principale, le forum, la salle de prière, la salle interne, ainsi que de 2 chambres principales. Il faut savoir que la wilaya de Tébessa recèle de nombreux vestiges et sites romains. Comme vous l'avez constaté, nous avons donc la muraille byzantine, nous avons l'amphithéâtre romain, nous avons la basilique et nous avons pas moins de 2300, 2200 sites archéologiques au niveau et éparpillés au niveau du territoire de la wilaya. On vient de terminer l'étude relative à la remise en valeur de la basilique. L'étude également de la remise en valeur de l'amphithéâtre romain est en cours de finalisation. Donc nous comptons beaucoup sur ce secteur de la culture via tout ce que nous avons comme patrimoine archéologique pour pouvoir promouvoir le tourisme culturel au niveau de notre wilaya. Promouvoir le tourisme à Tébessa est devenu une priorité, d'où l'organisation de ce séminaire international qui rassemble tous les professionnels du secteur en vue d'établir une nouvelle stratégie. Nous avons également des investissements en matière de tourisme, en matière d'hôtels, en matière d'infrastructures touristiques au niveau de notre wilaya. Donc nous avons validé pas moins de 65 projets en matière d'investissement touristique. Actuellement, nous avons donc 6 projets qui sont en cours de concrétisation et nous avons délivré également 13 permis de construire pour les encourager à concrétiser leurs investissements au niveau de notre wilaya. La ville romaine de Téveste, héritière de nombreuses civilisations, se tourne aujourd'hui vers la modernité pour charmer encore plus de visiteurs et de touristes en vue de donner une nouvelle dynamique à l'histoire de la ville et à sa diversité culturelle. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.ntv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 19h, l'édition en arabe. Demain à midi, Amina Zahouf. Nous on se retrouve à 18h. Merci. Sahaf Torkom, passez une bonne soirée.